Diversité, la French Tech change de tête. Alors on voit ça tout de suite avec Anthony Babkin, qui est un entrepreneur social et professionnel du numérique, président et cofondateur avec Mounira Hamdi de l'association Diversity Days, dont l'objectif est d'accompagner, accélérer, valoriser les talents du numérique, issus de la diversité sociale, ethnique, culturelle ou tout simplement discriminés pour leur âge, leur genre, handicap, orientation et bien d'autres sujets. Justine Ba, également autour de cette table, fondatrice de Roomba, une plateforme de mise en relation pour la location de lieux publics. Et Justine Ba est lauréate du programme French Tech Tremplin. Également avec nous en visio, Anicette Massanga, présidente de Fibrani, qui est une offre de produits de soins pour les cheveux bouclés, frisés ou crépus. Et Fibrani fait partie des startups issues du programme Fighters du campus Station F. Alors, on va démarrer ensemble, Anthony Babkin, parce que c'est votre sujet de prédilection, la diversité. Moi, je voulais savoir déjà, est-ce qu'il reste encore beaucoup à faire, beaucoup à construire pour davantage d'inclusion, de diversité dans le numérique? Ah oui, c'est énorme. En 2021. En 2021, le panorama de la tech n'a pas encore tout à fait changé. Il y a encore des progrès. Mais c'est chouette parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se monter. On va en parler tout au long de l'émission, je pense. Mais je vais redonner quelques chiffres. Aujourd'hui, on est plutôt sur un start-upper qui est une start-upeuse sur 10. Ouais. Donc, ça veut dire une dizaine de pourcents de femmes qui entreprennent dans la tech aujourd'hui. Quand on parle aujourd'hui des personnes sous-représentées, c'est vrai que si on parle des personnes non blanches, elles ne sont pas très nombreuses. D'ailleurs, dans les couloirs des grands incubateurs, etc., c'est quand même les grands absents. Et alors les personnes en situation de handicap et qui entreprennent dans les techs, et si je rajoute le critère du genre, elles sont complètement absentes. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail aujourd'hui à faire en termes de représentation, mais pas seulement, c'est l'accès au financement souvent qui pêche. Les femmes sont seulement 1% dans les levées de fonds à lever aujourd'hui en France. Donc elles sont plus que sous-représentés. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce petit vent qui traîne, qui se dit que voilà, en fait, il y a aussi des levées de fonds qui sont pas tout à fait ordinaires ou parfois discriminantes. Donc, il y a un gros travail à faire sur lutter contre les biais. C'est-à-dire des discriminations qui seraient volontaires ? C'est des biais, on appelle ça souvent des biais inconscients. On vient d'une grande école, on est un homme, peut-être 3 hommes à faire pitcher des projets, etc. Et on se rend pas compte que, tiens, l'école va jouer, ou tiens, une femme, des questions un peu tordues qui vont être posées. Est-ce que vous avez prévu d'avoir un enfant dans la prochaine année ? Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui nous sont remontées. Ça existe encore en 2021. Ça existe encore, malheureusement. Okay. Et donc, j'en ris parce que franchement, c'est vraiment c'est bas, très souvent. Et donc, en fait, comment on fait pour aujourd'hui changer la donne en France et faire en sorte que plus de femmes accèdent au financement, mais pas seulement, tous les talents, on va dire, discriminés, de la diversité au sens large. Et donc, c'est vrai que c'est un gros travail de fond à faire. Donc, il existe des programmes, type Diversity Days, on a été très tôt sur ce sujet, mais pas seulement, French Tech Tremplin aussi, je pense qu'on va en parler, mais qui sont là aussi pour à talent égal, parce que c'est quand même ça qu'on va regarder. Oui. À performance égale ou à talent égal, redonner à avoir des talents différents, qui viennent des 4 coins de la France, qui ont des origines sociales différentes, qui viennent pas toujours de Paris, notamment aussi des femmes. Donc c'est un gros travail à faire pour rétablir, si j'ose dire, la balance et faire en sorte qu'on ne soit pas seulement dans l'entre-soi ou des gens qui se cooptent entre eux et qui font qu'à un moment on arrive sur un secteur ou un écosystème qui n'est pas du tout représentatif de la diversité française. On va donner la parole aux femmes. Justine, 26 ans, oui. Vous êtes encore entrepreneuse étudiante en fait, encore entre les deux. Comment vous est venue l'idée déjà de vous lancer dans l'entrepreneuriat ? Est-ce qu'il vous a fallu un point d'entrée, quelqu'un qui vous y accompagne ? Alors justement, c'est marrant que vous me posiez la question parce que je me suis rendu compte que je me suis jamais définie comme entrepreneur. Et justement, je me suis rendu compte que c'était une question de légitimité. Je pense que j'ose beaucoup moins afficher le fait que je suis entrepreneur, contrairement à peut-être certains hommes. Et donc, quand je me suis lancée, en fait, je me suis juste dit, je saisis une opportunité. Je pense que j'ai eu la bonne idée en avril 2019. Et puis, je me suis dit, je vais voir, je vais continuer sur cette voie-là. Et c'est que depuis, là, très récemment, que ça commence à bien marcher, etc., que je me dis, oui, je suis peut-être chef d'entreprise. Donc, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Tu es chef d'entreprise. Merci, Anthony. Pour juste rebondir, moi, je suis ravie justement d'échanger avec Anthony sur ces sujets-là. French Tech Tremplin, c'est quand même 40% de femmes. Donc, quelle évolution. Moi, je suis vraiment ravie de faire partie de ce programme. Alors, on y va. En quoi consiste donc le soutien qui est apporté par ce programme French Tech Tremplin ? Alors, le soutien, il est complet dans le sens où on a un soutien d'un incubateur. Donc, on est suivi. On a la chance de bénéficier d'une vraie expertise. Moi, pour ma part, je suis dans l'incubateur HEC, donc c'est une vraie chance. Et puis, on a un soutien financier.
Donc pareil, c'est important quand on se lance. Je ne sais pas si de moi-même, j'aurais pu avoir accès à des financements. D'ailleurs, je ne pense même pas. Et comment vous avez accédé au Alors, dispositif? Oui, en fait, comme je le disais tout à l'heure, encore une opportunité. Je me suis dit, bon, je vais faire un dossier, je vais tenter. Et puis, j'ai eu la chance d'être prise. Je pense que mon projet intéresse pas mal. J'ai fait la prépa, donc la phase 1. J'ai beaucoup donné et puis j'ai eu la chance que ça porte ses fruits. Et puis, je suis en phase 2 maintenant, en incubation. Donc, je suis ravie. Bravo. On a une autre jeune femme avec nous, Anicette Massanga, présidente de Free-Bani. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes issu d'un autre programme, c'est pas French Tech Tremplin, c'est Fighters de Station F. Comment vous êtes inscrite à ce programme? Alors en fait, le programme Fighter, effectivement, c'est un programme de Station F qui nous permet... on ne vous comprend pas très bien. On a un problème de réception. Alors peut-être qu'en régie, on peut essayer d'y travailler pendant qu'on continue autour de la table. Voilà, on va continuer la conversation déjà en plateau. Donc French Tech Tremplin, c'est une initiative qui a été développée par l'État pour favoriser la diversité. C'est venu comment cette idée? C'est l'écosystème qui a appelé l'État à se mobiliser sur cette question? Je pense qu'il y a un constat qui a été fait qui est terrible. Le fait que là, actuellement, l'écosystème start-upper, on va dire, et puis est très parisien déjà. Et puis, il est surtout porté par des hommes, on va dire, blancs, de moins de 40 ans, comme le dit souvent Cédric. Oui, mais enfin, on aurait pu imaginer que cet écosystème reste dans ce confort et ne cherche pas à être bousculé. Totalement, mais je pense qu'il y a des vraies volontés au sein du gouvernement et ça fait vraiment plaisir. On échangeait sur ce sujet avec Anthony. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui ont envie de prendre ce sujet à bras-le-corps. Et moi, je suis ravie d'avoir la chance de les côtoyer parce que ce sont des personnes incroyables. Et puis, il y a des personnes comme Anthony aussi qui font bouger les choses, qui permettent à des personnes comme moi de trouver leur place en fait au sein de cet écosystème et de ne pas se sentir mise de côté. Donc je remercie Anthony déjà pour ça. Merci Justine. C'est beaucoup d'honneur. Non, je pense que là où tu as raison, c'est qu'il y a un vrai sujet de faire... le sujet était quasi inaudible ou inexistant il y a encore 3-4 ans. Donc c'est vrai que nous, on est arrivé très vite sur cette thématique et les gens nous disaient, mais de quoi vous parlez? Beaucoup de gens disaient diversité, mais pourquoi faire? Et faire comprendre qu'on ne parle pas d'empathie ou de misérabilisme, mais de talent, de gens qui ont le potentiel et qui sont aujourd'hui mis sur le bas-côté parce qu'on ne les considère pas suffisamment, ou parce que, comme toujours, dans un milieu un peu homogène, on va se dire, tiens, celui-là, il est différent, ou celle-là, elle ne nous ressemble pas. Et donc, en fait, c'est un environnement qui s'est replié sur lui-même. Souvent, et d'ailleurs, il y a une étude qui était intéressante d'une doctorante, je retrouverai son nom, qui a étudié, en fait, un peu le sociotype du start-upper en France. Et ils sont très similaires. Ça se réduit à quelques écoles, quelques grandes écoles, quelques villes, dont Paris surtout. Et donc, la difficulté d'entretenir ça, c'est que derrière, aujourd'hui, nous, avec l'association, on travaille aussi sur le manque de diversité dans la tech, non plus en tant qu'entrepreneur, mais cette fois-ci dans les effectifs des start-up. Et aujourd'hui, un chiffre assez criant d'une étude qui s'appelle First Talent, qui est sortie l'année dernière, montre qu'en fait, 80% des start-up aujourd'hui n'ont soit pas de stratégie de diversité et inclusion, soit ne l'ont pas formalisée. Donc il y a aussi un gros sujet de se dire finalement quand on vient des mêmes écoles, des mêmes écosystèmes, etc., derrière on ne pense pas forcément... Ça veut dire qu'il faut, c'est une politique volontariste, il faut avoir une stratégie en interne pour inclure la diversité? Tous les grands groupes en ont une. Donc aujourd'hui c'est de se dire ces startups, pour certaines ne sont plus des startups, c'est ce qu'on appelle des licornes, donc elles ont dépassé les 50 millions de levées et représentent aujourd'hui des grands groupes. Je peux citer Blablacar par exemple qui me vient spontanément. Ces mêmes grands groupes doivent aujourd'hui avoir des stratégies de diversité et inclusion. Donc prendre à bras le corps le sujet assez tôt et venir avec un enjeu en faisant comprendre ce que c'est très tôt, c'est important. Et le numérique peut être un accélérateur de diversité, c'est ce que dit votre rapport. Totalement. Pourquoi le numérique plus particulièrement? Alors, en fait, je pense que le numérique a plusieurs vertus. C'est que déjà, ça a cassé beaucoup de barrières. En fait, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup d'autodidactes, de gens qui sont formés grâce à des cours en ligne, se sont élevés à des postes assez importants, stratégiques dans l'entreprise, avec seulement un bac, ou voire moins, parce que beaucoup d'écoles forment sans le baccalauréat.
42 est un bon exemple, mais il y en a plein d'autres sur le territoire, Webforce 3, Simplon, plein d'autres. Et donc c'est intéressant de se dire qu'il y a des gens qui maîtrisent cette compétence du 21e siècle, et pour autant qui ne sont pas sortis des grandes écoles ou prépa. Ou qui peuvent s'auto-former. On en a parlé ici avec le low-code, no-code aussi, où c'est beaucoup plus facile d'accès. C'est ça. Et donc en fait, on voit tout un tas de gens finalement prendre leur place dans la société, là on ne les attendait pas. Donc c'est, pour nous en tout cas avec l'asso, avec Diversité, c'est de dire au plus grand nombre, prenez votre place, tentez de maîtriser cette compétence, et c'est une manière peut-être de s'élever dès demain socialement, parce qu'on sait que ce sont des jobs en CDI, plutôt bien payés, qui ne connaissent, j'allais dire pas la crise, j'aurais pu le dire en 2019, moins la crise. Moins et donc il y a un enjeu d'en faire un accélérateur de diversité. Clairement. Est-ce que pour les femmes, c'est vraiment plus difficile de travailler dans ce secteur tech ? Oui, et je pense que je m'en rendais pas compte, encore une fois. Déjà, pour rebondir sur ce que disait Anthony, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, moi, je vois que c'est encore un effort supplémentaire d'aller chercher ces talents-là, qui sont des femmes, qui sont développeuses, etc. Parce qu'en fait, on ne sait même pas par où commencer. Et on ne voit pas, on a des initiatives qui sont un peu dispersées un peu partout. Donc, on a des écoles, comme tu le disais, des écoles qui forment au code, etc. Mais on ne voit pas d'initiatives immergées. Et donc, moi, en tant que chef d'entreprise, c'est à moi d'aller chercher les talents. Donc déjà, c'est un effort que je dois faire. Malheureusement, j'espère que ça changera. Vous faites comment ? Vous passez par les écoles, vous leur dites je voudrais des profils féminins ? Totalement, totalement. J'aimerais, moi, la main qu'on m'a tendue, j'aimerais la tendre à d'autres femmes. Sauf que, moi, en tant que chef d'entreprise, je trouve que c'est compliqué. Et alors après, en tant que chef d'entreprise dans la tech, confrontation au réel. Totalement. Ouais. Donc en tant que chef d'entreprise dans la tech, combien de fois j'ai entendu ce que disait Anthony tu lèveras pas de fonds si tu n'as pas un cofondateur homme, tu n'auras pas accès à des financements, il faut que tu t'associes. Enfin, je pense que... Moi, je trouve que c'est un discours qui est terrible à entendre en 2020. Ouais. Ça sape un peu le moral. Totalement. Ouais. Donc, pourquoi aurais-je besoin d'un homme à mes côtés pour lever des fonds si j'arrive très bien à monter mon entreprise et qu'elle cartonne ? C'est une question que je pose à tous. Ça fait du bien d'entendre Justine. Moi, je me dis qu'en fait, on a besoin de 1001 Justine partout en France et dans la tech. Sincèrement, on manque terriblement de gens qui incarnent le sujet et qui montrent qu'on n'est pas sur un sujet d'empathie à nouveau et que finalement, le talent est partout. Et alors, pour ceux qui en doutent, Justine en fait partie. Ils sont 200 autres là, à intégrer cette prépa. Et moi, je me dis, en fait, donnons-nous rendez-vous dans 3 à 5 ans et je suis sûr qu'on aura cassé les pronostics. J'en suis absolument certain. Alors, pour ceux qui voudraient justement embrasser ce projet, la French Tech Tremplin, vous parlez de prépa, ça consiste en quoi ? Oui. Donc c'est un programme d'accompagnement qui dure sur 3 ans. C'est divisé en 3 phases. La première phase, c'était la prépa. Deuxième phase, l'incubation. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette prépa ? Alors la prépa, du coup, c'était l'année dernière. Là, ils vont rouvrir les candidatures. Je vous avoue que je ne sais pas la date. Mais en fait, on postule justement pour avoir cet accompagnement qui va être avant le développement de son entreprise. Donc, acquérir une posture entrepreneuriale, c'est important. En fait, on se rend compte quand même que l'écosystème startup, il y a beaucoup de codes qu'on ne maîtrise pas forcément des fois quand on ne vient pas de ce milieu. Donc, maîtriser les codes, pouvoir avoir accès à des experts. Quand vous dites les codes, ce n'est pas le code de la programmation. Quel genre de code ? On va dire les codes, oui, voilà, exactement, la façon de s'exprimer. Mais ça, c'est se conformer alors à des codes préexistants ? Oui, en fait, je pense que le milieu start-upper, bien qu'on dise qu'il est très détendu et cool, il y a quand même pas mal de codes informels. Je m'en suis rendu compte, on doit connaître les bonnes personnes, être aux bons événements. C'est un peu de l'entre-soi quand même. Bon, alors on a retrouvé Anicette Massangar. Ah, pas mal. on va lui donner la parole. Oui, alors ma question portait sur le programme Fighters pour savoir comment vous avez pu y accéder. Alors en fait, c'est un programme pour lequel on a candidaté sur le site internet. En fait, il fallait du coup expliquer notre projet, réaliser une vidéo de présentation en expliquant nos motivations. Et suite à ça, il y a eu une première sélection qui a été faite sur dossier et on a eu donc un entretien à passer directement à Station F en face d'un certain nombre d'entrepreneurs qui nous ont posé plusieurs questions pour évaluer notre motivation. Et on a eu la chance d'être pris et de pouvoir intégrer donc le programme Fighter pendant une année. Et ensuite, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement ?
Concrètement, le programme Fighter, c'est vraiment un programme complet parce que d'une part, ça nous permet d'accéder à des locaux, d'être à la station F, donc du coup d'être dans un écosystème hyper motivant avec des entrepreneurs qui, pareil, ont la même envie de faire booster leur business, d'augmenter leur croissance. Et en plus, on a également du mentorat, on a donc un programme manager qui s'occupe de nous, entre guillemets, parce que du coup, elle est accessible en permanence pour pouvoir nous conseiller. On a accès également au réseau. On a enfin la possibilité d'avoir un mentor aussi qui nous aide. Et voilà, c'est vraiment qu'on est dans les meilleures conditions pour pouvoir nous donner toutes les chances de booster notre start-up et de réussir. Bon, puisque vous n'avez pas pu participer tout au début au débat, je vais vous donner encore la parole avec la question du recrutement. Puisqu'on dit, finalement, quand on devient entrepreneur, on est confronté à la réalité. Est-ce que vous vous fixez des objectifs en matière de diversité quand vous recrutez ? Alors, pour être tout à fait transparente avec vous, lorsqu'on recrute, les points qu'on va mettre en avant, ça va être principalement la motivation, ça va être également l'intérêt pour le poste, mais également la passion et l'intérêt pour ce qu'on fait, puisque c'est un domaine assez spécifique, et également les compétences. Donc, ça va être véritablement ces éléments qu'on va prendre en considération dans le cadre d'un recrutement, à notre stade en tout cas. Merci Anicette. Anthony Babkin, cette discrimination positive, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment instaurer ? Est-ce que c'est nécessaire ? C'est un long débat, Oui. un long débat parce qu'il y a le modèle américain, il y a le modèle français, et ce ne sont pas du tout les mêmes, donc on s'inspire souvent de ce qui vient outre-Atlantique. En revanche, il y a une avancée majeure qui vient d'être lancée par Elisabeth Moreno. Je ne suis absolument pas neutre puisque j'ai remis un rapport en septembre sur ce sujet qui préconisait justement d'aller plus loin sur la mesure de la diversité dans l'entreprise. L'index ? Alors elle a lancé cet index, aujourd'hui les contours sont à dessiner, mais c'est quand même un changement majeur sur ce sujet de la diversité dans l'entreprise, c'est que finalement elle a pris le sujet à bras-le-corps, Elisabeth Moreno, donc la ministre en charge de l'égalité femmes-hommes, diversité, égalité des chances, en faisant finalement un critère important dans l'entreprise. Lors de la remise du rapport, on a audité au moins 120 personnes et beaucoup nous ont dit, en tant qu'entreprise, on veut aller plus loin sur comment mesurer finalement ce qu'est cette diversité dans l'entreprise. Souvent sur 5 axes, l'intergénérationnel, LGBT, l'origine sociale, l'intergénérationnel et également le genre. Et en fait, sur ces 5 critères-là, il y a un enjeu de se dire, et c'était le handicap, j'ai dit 2 fois intergénérationnel. Et sur ces 5 critères-là, c'est de se dire, quelle est la photographie de l'entreprise ? À un instant T, ok, on veut gérer ces politiques de discrimination, de lutter favorablement, j'ai envie de dire, pour éviter des discriminations. Contre la discrimination. Merci. Et donc, ce sujet, c'est de se dire comment on a une photographie un peu plus fidèle de l'entreprise, parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas mesurer aujourd'hui en France, et de se dire comment, dans ces cas-là, je peux corriger en tant que manager de la diversité ou manager de l'inclusion dans l'entreprise. Donc, et alors, le principe de cet index de diversité, il fonctionne comment ? Alors, c'est une bonne question, je le dis là, je pense que les contours sont en cours, en train d'être dessinés, donc c'est intéressant de voir quels critères sont retenus, comment c'est mesuré. Il y a un index égalité femmes-hommes qui avait été lancé par Pénicaud à l'époque, et donc ça sera intéressant de voir celui-ci, ce qui est retenu. En tout cas, nous, on va y travailler activement avec l'association, avec Diversity pour faire en sorte aussi d'apporter de l'eau au moulin. Mais c'est un vaste sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois dans l'histoire des politiques de diversité et d'inclusion en France, on va pouvoir aller plus loin. Et donc, les entreprises sont appelées à se mobiliser. Les entreprises volontaires, c'est pas quelque chose de contraignant à date, c'est plutôt une action volontaire en se disant, si vous voulez y participer, vous êtes les bienvenus. Oui, c'est vrai que ça peut être vu aussi comme une contrainte, finalement, de se dire c'est encore un critère de plus que je dois prendre en compte dans ma boîte. Quand on se lance, c'est pas simple, non ? Oui, pardon. Je voulais juste faire réagir Justine. non, je pensais que c'était... La chef d'entreprise. Non, alors je suis totalement d'accord avec vous. Après, je pense que quand il y a une volonté derrière, moi en tout cas c'est la mienne, je pense ça ne sera pas une contrainte. Au contraire, ça peut même nous permettre d'aller beaucoup plus loin. C'est ce que disaient les entreprises justement. Après, je pense qu'on a vraiment la chance avec Elisabeth Moreno d'avoir quelqu'un qui veut prendre ce sujet à bras-le-corps et qui a envie de faire bouger les choses. Et donc, bon, c'est long, ça prend du temps, mais ça avance. Et ça irait plus vite si on passait au quota directement ? Alors c'est la question des quotas, pareil, c'est un vaste débat. Moi, j'ai envie de poser une question, c'est qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle pour aller plus loin, pour faire mieux, pour avoir plus de parité homme-femme, pour avoir plus de diversité ? Quel outil on a actuellement à portée de main ?
pour faire en sorte que on bouge et que les lignes changent. C'est important de regarder le contexte légal et c'est les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann et on voit que dans les conseils d'administration où la parité n'y était pas du tout, aujourd'hui est à hauteur de 40% parce que le contexte légal l'a imposé aussi. Donc là, il y a une grosse tribune qui est sortie récemment avec 120 femmes dirigeantes à la tête d'organisations aussi féministes ou tout simplement dirigeantes et qui dit en fait on appelle au quota parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Donc c'est sur la parité et donc il faut croire qu'aujourd'hui, en tout cas, ce qui a fait avancer les choses, il n'y a que les quotas, si on regarde historiquement. Donc, moi qui ne suis pas forcément Après, sur la diversité, ce serait beaucoup plus compliqué à mettre en place. Alors, compliqué, non. Si on regarde le contexte international, non. En revanche, ce qui est sûr, c'est que sur les questions aujourd'hui du genre, les grandes avancées majeures sont liées aux quotas. Anicette Massanga, est-ce que vous avez le sentiment que cette diversité peut aussi changer profondément le visage de la tech française ? Oui, tout à fait. C'est vrai que là, la diversité, je sais qu'à Station F, par exemple, il y a énormément de mesures dans ce sens. Donc, du coup, ça change, ça permet d'évoluer. Et je pense que en tant qu'entrepreneur issu de la diversité, on a aussi des choses à apporter et peut-être aussi une vision qui peut être différente et de certaines choses. Et c'est toujours une plus-value d'avoir des personnes issues d'horizons que ce soit social ou autre, différent, quoi, en fait. C'est vrai qu'avec le service, ne serait-ce que le service que vous apportez, donc qui est dédié aux cheveux qui sont frisés, crépus, bon, c'est pas forcément quelque chose, un produit qu'aurait pu imaginer le prototype du French Taker blanc, masculin, français, classique, quoi. Donc, est-ce que cette diversité fait qu'on va être plus en phase avec la société ? Moi, c'est ma question. Est-ce que vos nouveaux visages vont changer la French Tech et nous permettre d'être plus en phase avec les attentes de la société ? Moi, je l'espère sincèrement, et on rejoint du coup la question des rôles modèles. C'est que moi, quand j'ai commencé à entreprendre, donc comme je disais un peu par opportunité, quand on me disait qui est ton modèle entrepreneurial, en fait, j'ai que des hommes qui me venaient en tête. Ouais. Donc, bon, forcément, je pensais à Frédéric Mazella, de Blablacar, etc. Donc, c'est super. Et puis, quand j'allais un peu plus loin et que je me disais, mais est-ce que je connais des femmes ? Alors, il y en a, parce que du coup, je me suis penchée sur le sujet. Mais elles ne viennent pas en tête naturellement. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un problème. Et surtout, qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers. Parce que, comme le dit Cédric O, on ne veut plus d'un écosystème, on va dire, uniforme, avec des hommes blancs de moins de 40 ans. Ne faisons pas la même chose avec les femmes. Les femmes, comme les hommes, on est une société française qui est plurielle. Je pense qu'on a besoin d'avoir des gens qui nous ressemblent, qui réussissent. Et moi, c'est ma mission, c'est que je me dis, la meilleure chose que je puisse faire pour inspirer même des petites filles qui ont envie d'entreprendre ou d'être dans la tech, c'est de me dire, je dois réussir. Je leur dois ça et j'ai envie que des gens puissent se dire en me voyant, c'est possible. C'est un bon moteur. C'est réduisible. Ouais, c'est pas mal. C'est compliqué de faire venir ces nouveaux talents sur le marché du travail. Alors, de les accompagner, ils ont des parcours parfois, comment on les piste en fait. C'est ça. Il y a une expression que j'aime bien, parfois on parle de talent discriminé. Et c'est vrai qu'on se le disait avec Justine, quand on est discriminé, on ne le sait pas forcément. Parce qu'à un moment, on envoie plein de CV, on n'a pas de retour. Qu'est-ce qui pêche ? Alors, évidemment, on peut remettre en question plein de choses. Mais spontanément, on ne va pas se dire « je suis discriminé ». Et donc, ce qui va naître de tout ça est terrible. L'autocensure. Donc des gens qui vont se dire, bon, finalement, j'ai peut-être pas le bon diplôme, j'ai peut-être pas les bonnes compétences, je suis peut-être pas au niveau. Le syndrome de l'imposteur, j'arrive quelque part et je me dis, en fait, c'est pas fait pour moi, j'ai pas ma place ici, tiens, je me reconnais pas du tout dans cet environnement, j'ai pas les codes, comme disait Justine tout à l'heure. Donc, il y a tout ce qu'un écosystème très fondé dans l'entre-soi ou finalement un peu sclérosé, ce que ça va créer finalement sur les autres qui sont en dehors de ce cercle. Donc il faut travailler, et nous on le fait avec Diversité, sur un programme entrepreneurial aussi que l'on a. On travaille énormément sur les représentations. Donc on donne énormément de coaching sur la prise de parole, la confiance en soi, sortir du syndrome de l'imposteur, se dire je suis fier de ça. Ma différence, c'est peut-être ma plus grande force finalement. Et puis tout un travail aussi qui est fait sur, effectivement, former à c'est quoi une levée de fonds, comment on parle à un investisseur, c'est quoi un pitch, comment on présente son entreprise en quelques minutes avec une présentation qui va bien, qui est très, très fluide, etc. Tout ce travail, et je finis sur ce point, sur le côté communication.
on travaille nous aussi sur le sujet de la visibilité. Beaucoup de gens se disent tiens, mais moi je suis pas légitime à m'exprimer sur le sujet. Voilà, j'ai pas ma place en médias. Tiens, mais qu'est-ce que je ferais sur un réseau comme Twitter? À quoi ça va me servir? Et en fait, on voit bien que certains qui sont formés avec des écoles qui ont plus qui transmettent plus ces codes-là, finalement se sentent moins illégitimes. Alors qu'ils sont plus... moi, je peux vous dire, et c'est la fin de notre talk, donc je vais conclure comme ça, mais que vous êtes parfait en plateau, vous êtes parfaite en plateau. Revenez quand vous voulez. Merci. Merci beaucoup, Anicette Massanga de Fibrani, Justine Ba de Rumba et Anthony Babkin de Diversity Days. Juste après la pause, on revient sur ce sujet des messageries et des questions qu'elles posent en matière de protection des données personnelles.